Une bonne raison de se battre, par Quentin Clément. Partie 7. Sur une large place pavée où circulaient de nombreux piétons de toute race et de toute classe sociale, s'élevait un immense bâtiment, siège de toutes les décisions prises par et pour la planète, le commandement de Tra. Beaucoup de bureaux administratifs, de diplomates visitant plusieurs ambassades, mais aussi beaucoup de gardes. La herse qui entourait cette tour de 150 étages n'était pas haute, mais quiconque la passait sans autorisation n'allait pas loin sans se faire descendre par la véritable armée qui la protégeait. Sanders voulait passer l'entrée ouest, gardée par 2 sauvates armés. Mis à part le fait qu'il avait des données compromettant la sécurité du système dans son sac à dos et un cadavre de politicien dans son vaisseau, il ne faisait rien d'illégal. Par conséquent, il avait décidé d'aller directement demander une entrevue avec le gouverneur. Il avança vers les 2 soldats, chacun faisant une tête de plus que lui. « Bonjour, messieurs » s'introduisit-il d'un ton sympathique. « Dégage, l'humain » répondit d'un ton grave l'un des 2 sauvates sans même le regarder. « Malheureusement, je ne vais pas pouvoir, je voudrais voir le gouverneur au plus vite. »« Eh ben, le gouverneur Nolan, lui, ne veut pas te voir, il a mieux à faire que de s'occuper d'un humain. » Ce nom interpella Sanders. « Nolan? C'est sauvate ça comme nom? Vous me snobez alors que vous bossez pour l'un des miens ?» L'un des gardes bouscula férocement Victor qui recula de 2 pas. « Nolan est un sauvate devenu. Il a servi l'Empire et a prouvé sa valeur d'homme en suivant à la lettre tous les préceptes de notre culture. Nous le considérons officiellement comme un sauvate. Alors quand tu dis qu'il est l'un des tiens, tu insultes le gouverneur et tu insultes toute notre race. » Sauvate devenu, c'était le nom que l'on donnait à ceux qui n'étaient pas nés sauvates mais avaient épousé leurs valeurs et leur culture. De base, cette appellation avait été inventée pour permettre aux renégats d'éducation de prouver que même s'ils n'avaient pas suivi l'éducation appropriée à tout bon guerrier de l'Empire, ils en étaient pourtant dignes et devaient être traités comme n'importe quel autre sauvate. Cela prenait des années avant d'apporter assez de preuves pour obtenir cette reconnaissance. Peu après ses premières conquêtes spatiales, l'Empire décida d'appliquer cette même loi non seulement à ceux qui n'étaient pas sauvates d'éducation, mais aussi à ceux qui ne l'étaient même pas de naissance. Le gouverneur de Tra était donc un humain. « Écoutez, » insista le contrebandier en gardant son calme, « j'ai des informations très importantes que je dois lui remettre. »« Rien à foutre. »« Ça concerne une attaque de la République. »« Rien à foutre. »« Mais on va tous mourir !»« Rien à foutre. » Sanders hésita une seconde. « Bon, écoutez, tout ceci est classé secret, code Oméga. Je suis l'agent Roderick des services ultra secrets et je vous ordonne de me laisser passer pour que je fasse mon rapport de mission au gouverneur Dolan. » Le contrebandier avait appris à mentir et à le faire bien. Il savait que son subterfuge ne durerait pas longtemps, qu'on se rendrait très vite compte qu'il n'existait aucun agent Roderick, mais au moins il serait à l'intérieur et pourrait trouver un moyen de joindre le gouverneur. Le sauvate s'avança vers lui, le toisant de toute sa hauteur, mais Sanders ne recula pas. Il soutenait le regard du colosse, sûr de lui et de son mensonge. L'autre répondit « Rien à foutre. » « Putain de merde !» ragea Victor en tapant du pied. « Je vous jure que dans ce sac, il y a des plans d'invasion de Tra. » »« Écoute, là tu commences à m'emmerder. Moi, je suis là pour ne laisser personne entrer, pas pour vérifier le contenu du sac de n'importe quel connard qui passe ici. Alors à moins que tu sois un terroriste sur le point de faire sauter un truc, personne va aller regarder ce qu'il y a dans ton sac. » Sans répondre, Victor tourna les talons et entra dans le premier bar qu'il vit. Il y posa son sac, dégaina son arme et tira 2 coups de feu en l'air. « Je suis un terroriste sur le point de faire sauter un truc !» hurla-t-il, déclenchant la panique générale. « Dégagez tous d'ici !» Les gens quittèrent le bar en hurlant, le laissant seul. « Et appelez les flics !» ordonna-t-il au fouillard. « Il y a un putain de terroriste ici, il faut l'arrêter, merde !» Après quoi, il lâcha son arme et s'agenouilla, main sur la tête. « Il y a intérêt à ce que vous le fouilliez, mon sac, maintenant !» La cellule du centre de sécurité dans laquelle Victor était enfermé était froide. Une petite pièce de 2 mètres sur 2, entièrement métallisée, sans lit, sans toilette, sans fenêtre. Un attentat terroriste juste à côté de la tour administrative de Tra, au moins, ainsi il avait attiré l'attention. Aucun doute que lorsque les sauvates verraient ce qu'il avait dans son sac, ils allaient enfin le prendre au sérieux. Il attendait là depuis 2 ou 3 heures. Cela avait été très vite pour qu'il se fasse arrêter, menant au point et jeté dans un fourgon et ensuite dans ce trou. On vint finalement frapper à sa porte. 3 coups, puis une voix caverneuse. « Prisonnier, dans le fond de ta cale, main dans le dos et front contre le mur. » Sanders s'exécuta. Il entendit la porte s'ouvrir. 2 hommes s'approcher et lui mettre des menottes aux poignets et aux chevilles avant de l'empoigner et de le pousser hors de la cellule.
Ils le menèrent dans une salle d'interrogatoire. Une table, avec 3 chaises, 2 d'un côté et une de l'autre. Ils le firent s'asseoir sur le siège isolé et coincèrent les chaînes des menottes dans les attaches prévues à cet effet situées sous la table. Sanders observa autour de lui. Une petite salle bien éclairée, l'un de ses murs couvert d'un miroir, il se serait cru dans un film policier. Les 2 hommes qui l'avaient poussé jusque-là se placèrent derrière lui, et un autre entra. Il lisait un dossier, un calme olympien sur le visage. Il s'assit face à Victor et termina le dossier qu'il lisait avant de le refermer et de le poser sur la table. Il avait un regard profond qui mettait le prisonnier mal à l'aise, sans être effrayant. Victor Sanders, un petit contrebandier à 2 balles. Je connais ce genre d'histoire comme si je les écrivais. Ancien agent au transport de prisonniers, il est pris en plein délit de contrebande. On lui laisse la chance de démissionner et il se lance à plein temps dans les transports illégaux. Sanders souriait à son interlocuteur. Il n'aurait pas une seconde pensé que qui que ce soit du bon côté de la loi savait quelque chose sur lui. « Vous m'avez bien surveillé, remarqua-t-il, et vous ne m'avez jamais arrêté ?»« T'es pas chez les flics ici. Ici, on sait tout, même si tout ne nous intéresse pas. Alors, si vous savez tout, je fous quoi ici ?»« Tu dois m'expliquer, Sanders. Un jour, un contrebandier est payé 4500 mérites par Hector Daniels pour une livraison de Vasquez. 2 semaines plus tard, Daniels est mort. La base des Seahonners a été détruite par une armée privée engagée par Jules Verman, et on retrouve le contrebandier en train de menacer d'un attentat terroriste un bar de Tra, un plan d'invasion dans son sac à dos et Verman mort dans son vaisseau. Je sais pas ce qui m'a échappé, mais faut que je sache. Sanders jaugea l'homme un instant. Il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance ou non. Après tout, si Verman avait pu avoir toutes ces infos, c'est qu'il y avait des espions parmi les hauts placés de Tra. Je ne parlerai qu'au gouverneur Nolan. L'autre se leva lentement, un sourire carnassier et un regard intimidant transformant son visage jusque-là neutre. Mon travail, c'est de faire parler les terroristes et les ennemis les plus endurcis de l'Empire. Tout à l'heure, j'ai arraché 15 dents à un Grogleg. Imagine ce que vous pourriez faire à ma propre mâchoire, interrompit Sanders. L'autre lui décocha un violent coup de poing qui atteignit Victor à la lèvre. Ses dents pénétrèrent la chair intérieure de sa bouche et il cracha quelques gouttes de sang à terre avant de rendre un sourire rouge à l'autre. « Non seulement j'accepte de parler, expliqua-t-il, mais en plus je demande pas mieux que de le faire. Je suis venu sur Tra pour tout dire au gouverneur. C'est les gardes à l'entrée qui ont refusé que je le voie. Et l'attentat dans le bar ? Ben fallait bien que j'attire l'attention. Si je l'avais pas fait, là je serais en train de lancer des cailloux sur les vitres de l'administration en espérant réussir à contacter Nolan. »« Et tu veux lui dire quoi à Nolan? C'est quoi ce secret ?»« Si je vous le disais, ce serait plus un secret, répondit Sanders d'un ton narquois, ponctuant par un clin d'œil complice. L'autre le frappa à nouveau quand une voix sortit d'un interphone. « C'est bon, j'entre. » Les 3 hommes reculèrent d'un pas et se mirent au garde à vous. Un homme d'une 50aine d'années à la carrure athlétique entra. Ses cheveux, bruns en grande part mais assaillis par la blancheur de l'âge, étaient longs et parfaitement tirés en arrière par une queue de cheval. Il avait un regard à la fois franc et honnête, mais aussi combatif et impitoyable. Le genre de regard que portent les hommes prêts au plus grand massacre pour le bien de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils croient juste, prêts à tout sacrifier, y compris eux-mêmes. Ses joues creuses étaient parfaitement rasées et présentaient des cicatrices de ce qui semblait avoir été une grave brûlure. Il portait un uniforme blanc pourvu d'une veste à fermeture croisée, décorée de nombreuses médailles reçues à la guerre. « Gouverneur !» saluèrent les 3 hommes. Nolan s'approcha de la table et s'assit en face de Sanders. « Dégainez vos armes !» ordonna le chef de Tra. « Si j'en donne l'ordre, descendez-le. » Il appuya ses coudes sur la table et approcha un visage agressif de celui de Victor, tandis que les 2 hommes derrière le contrebandier collaient la pointe de leur pistolet contre son crâne, ce qui le mettait pour le moins mal à l'aise. « On arrête de jouer maintenant, tu parles ou tu meurs, alors raconte-moi tout, immédiatement. » Satisfait d'enfin être face à face avec l'homme de la situation, Sanders expliqua toute son histoire. Les accords commerciaux à livrer à Narama, l'attaque des Seahonners, le raid sur la base, Cadas, le décryptage des données, la mort accidentelle de Verman, les gardes refusant de le laisser voir le gouverneur, toutes les situations qu'il avait menées dans cette salle d'interrogatoire. Nolan l'écoutait attentivement, hochant parfois la tête comme si les informations qu'il recevait illuminaient des zones d'ombre dans certaines affaires. Lorsque Sanders termina son récit, Nolan demanda qu'on le détache. Les gardes défirent les liens du contrebandier qui se leva. « Même si vous êtes une raclure de hors-la-loi, vous avez pris d'énormes risques pour rejoindre Tra et nous prévenir de l'attaque.
Je vous remercie et vous êtes libre. Les deux hommes se serrèrent la main, après quoi le gouverneur fit un signe vers le miroir et un Sovat entra avec le sac de Sanders. Celui-ci l'ouvrit et en vérifia le contenu. Il sortit la pyramide qu'on avait laissée en place. « Vous ne l'avez pas prise ?» demanda-t-il. « Je n'ai aucune idée de ce que c'est, » répondit Nolan. « Verman était un homme intelligent, il a dû vous duper en vous faisant croire qu'elle avait une quelconque importance. Mais nous lui avons fait subir plusieurs tests, elle n'est ni toxique, ni radioactive, ne comporte aucun mécanisme d'ouverture. C'est juste une pyramide d'or brut. » « Et les coordonnées en Égypte ?» Nolan sourit à Victor. « Juste du sable et rien d'autre. Ne cherchez pas plus loin, c'est l'affaire de mes services secrets. » Sanders comprit le message. Il n'allait pas aller mettre son nez là-dedans, il avait déjà assez d'ennemis comme ça. Ou peut-être le ferait-il quand même, avant de quitter Tra. Mais il hésitait encore. « Donc, je garde la pyramide ?» demanda-t-il une dernière fois. « C'est avec des vaisseaux de guerre que nous allons repousser les derniers, pas avec des pendentifs. C'est eux les religieux, pas nous. » Victor comprit que « nous » signifiait les Sovat. Nolan avait réellement trouvé sa place parmi eux. « Si vous m'excusez, termina le gouverneur, j'ai une guerre à préparer et à gagner, et l'ennemi a une longueur d'avance. » Et il quitta la pièce. Les deux gardes escortèrent le contrebandier jusqu'à l'extérieur, et il était libre. Libre de quitter le système, de fuir la guerre, de continuer sa vie comme si elle n'avait jamais basculé. Mais une chose l'en empêchait. Il avait été au centre d'une intrigue qui le dépassait totalement. Pour une fois dans sa vie, il avait eu la sensation de faire une chose importante. Il n'avait même pas pensé à demander une récompense au gouverneur. Ce qui allait se jouer ici, il en faisait partie. Et maintenant, il fallait qu'il laisse tout tomber et qu'il parte revivre en contrebandier. Non, il voulait connaître la fin de cette histoire. Pas en la lisant dans les journaux, non, mais en la vivant. C'était son histoire. La pyramide. Contrairement à ce que Nolan avait dit, elle avait de l'importance. Sanders en était persuadé. Verman avait refusé que le transport reparte sans qu'elle soit dans la caisse. Il connaissait un orfèvre, près de Tokyo. Ça lui prendrait moins d'une minute de le rejoindre. Si la pyramide était en or brut, peut-être qu'il aurait des informations sur elle, la façon dont elle avait été travaillée, sa provenance, son fabricant. Elle possédait peut-être un indice pour démasquer un autre traître. Sanders retourna aux justices. En quelques secondes, le justice était arrivé presque à l'autre bout de Tra, survolant un complexe ouvrier couvrant 2 continents. Tokyo était en tout point semblable à Barcelone ou à n'importe quelle ville. On avait abandonné les architectures anciennes propres à toutes les cultures humaines au profit de celles des Sovat. L'orfèvre que cherchait Victor n'avait pas encore fermé boutique. Probablement que tous ces trafics n'avaient, comme ceux de Sanders, jamais été assez importants pour attirer l'attention de ceux qu'il ne fallait pas. Il entra dans une bijouterie luxueuse, où chaque plainte, chaque porte de mobilier, chaque vitrine et même chaque petit objet décoratif était décoré d'or et, bien sûr, à vendre. « Sanders, mon vieil ami !» l'accueillit chaleureusement son contact, un asiatique d'une 40aine d'années aux cheveux très courts, toujours bien rasé et habillé chic. Les deux hommes se serrèrent la main et l'orfèvre en va directement aux affaires. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Sanders sortit la pyramide de sa poche et la lui tendit. « Je voudrais que tu me parles de ça. D'où ça vient, qui l'a fait, la moindre chose que tu puisses trouver. » L'autre se saisit du pendentif et l'amena derrière son comptoir. Il le plaça dans une boîte sonar qui devait y envoyer des ondes sonores et en récupérer les échos pour en faire une image 3 dimensions extrêmement fidèle. La petite pyramide aux étranges motifs apparut, grossit plusieurs fois. L'Asiatique toucha l'hologramme afin de le manipuler, le retourner comme s'il l'avait en main pour mieux l'observer. « Aucune signature, expliqua-t-il. Je ne sais pas quel bijoutier l'a fait, mais il n'a pas laissé son nom. En même temps, je l'aurais pas signé non plus. » « Comment ça ?»« Tu vois ces tranchées ?» demanda l'orfèvre en désignant les motifs. « Elles sont inégales et irrégulières. J'irais bien que c'est du travail d'amateur, mais dans mes ouvriers, j'ai des apprentis qui feraient mieux en 15 minutes avec des machines en fin de vie. Donc non, c'est même pas un travail d'amateur en fait. » « Et si c'était voulu ?» insista Sanders. « Si dans les irrégularités, il y avait une sorte de code binaire gravé. » « Graver des codes binaires dans des tranchées? Comme dans les disques dans les musées ?» L'Asiatique observa un peu plus minutieusement l'objet. Il se rassit derrière son comptoir et pianota sur un clavier. Une succession de chiffres et de symboles apparurent à côté de l'image holographique. « Non, désolé, il n'y a aucune suite logique. Ces irrégularités sont pas un code, c'est juste des imperfections. Comme si le type qui avait fait la pyramide s'était planté dans le calibrage de la machine, ou si c'était un cinglé qui pense que la laideur est une forme d'art. » Il sourit à Victor. « J'aurais pu te vendre très cher, Sanders,
si la laideur avait effectivement été une forme d'art. Le contrebandier rit de la plaisanterie alors que l'autre sortait la pyramide de la boîte sonar pour la rendre à son propriétaire. « Et des gens qui pensent que la laideur est une forme d'art, tu en connais ?» demanda Saunders en rangeant l'objet. « Pourquoi, tu veux te vendre ?» Victor fronça les sourcils cette fois, et répondit d'un ton légèrement agressif, rappelant qu'il était là pour une affaire sérieuse. « Je cherche toujours le type qui aurait pu la faire. » L'Asiatique déglutit. « Je sais pas ce qu'a pu faire ce gars, mais s'il t'a mis en rogne, j'aimerais pas être à sa place. » Le dernier à m'avoir mis en rogne, c'était Hector Daniels. L'orfèvre hurla de rire. « Ouais, c'est ça, tu vas essayer de me faire croire que t'es lié à la destruction de la base des sillonneurs. » Saunders ne répondit pas. L'autre réfléchit un instant avant de reprendre. Il y a eu un courant artistique il y a une dizaine d'années. Des types libérés qui encodaient mal leur machine volontairement pour obtenir un résultat totalement aléatoire. Mais ça n'a pas marché, on n'entend plus parler d'eux. Par contre, ça donnait des masses informes, pas des pyramides. Le type qui a fait ton truc était peut-être des leurs, puis quand ça s'est cassé à gueule, il a fait des objets vendeurs, mais en gardant une certaine imperfection. La honte d'avoir abandonné ses principes artistiques, ça peut expliquer l'absence de signature. On les appelait les aléatoristes, c'est né sur Nahama, tu pourrais peut-être commencer par là. Nahama, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Mais qui voulait récupérer cet objet et pourquoi? Et si cet artiste avait obtenu un poste militaire important et était le contact de Verman à qui il fallait faire la livraison? Retrouver l'orfèvre qui avait fait la pyramide, c'était trouver un grand ennemi de l'humanité. Une voix féminine retentit alors dans le poste radio. « Bonjour, ceci est un message du gouverneur Nolan. Citoyen de Tra, restez à l'écoute. » Eh ben, il n'a pas perdu de temps, pensa Saunders, alors que la voix du chef de la planète prenait la place de la speakerine. Humains, Sauvates, Grogleg, Poliens, citoyens de notre belle planète, j'ai le regret de vous annoncer une terrible nouvelle. Aujourd'hui, j'ai personnellement reçu une information selon laquelle une puissante flotte darnienne approcherait de nous. Depuis, cette information a été confirmée par plusieurs sources fiables. Nos ennemis n'ont pas encore passé la frontière, mais ils seront à portée de canon dans 2 jours, et dans 3, assez proches pour tenter le débarquement. Vous allez subir 28 heures de bombardement longue distance avant que nous puissions regarder l'ennemi dans les yeux. Je ne demande pas de volontaires. Tous les citoyens aptes au combat sont réquisitionnés. Demain, des patrouilles passeront dans les quartiers résidentiels remettre leur pactage et leurs ordres de mobilisation à tous ceux capables de se battre, tandis que les autres seront évacués en dehors du système. Tout autre vaisseau quittant l'atmosphère de Tra sera considéré comme séditieux et sera abattu. L'ennemi est plus fort en nombre et je ne tolérerai ni la désertion ni la panique. Notre planète aura besoin de tous les bras possibles pour être défendue. Une fois les civils à l'abri, les Darniens n'auront affaire qu'à des guerriers de Tra. Il est temps de montrer à tous que la force de l'Empire ne réside pas dans les armadas et les chars, mais dans les cœurs de chaque homme et de chaque femme des colonies. Nous allons vivre l'enfer pendant plusieurs jours, mais je vous le promets, si vous me suivez, nous sortirons de cette crise ensemble. Merci de votre attention. « Tu as entendu ça ?» demanda l'Asiatique avec effroi. Sans répondre, Saunders sortit 3 comprimés de mirage qu'il avala trait sur trait. À présent, il ne pouvait plus faire marche arrière. « J'ai entendu, oui, répondit Victor. Et je vais partir. Mais avant, j'ai un petit service à te demander. » Alors que le message de Nolan repassait en boucle depuis la veille, on sentait la terreur dans les rues de Tokyo. L'humanité tremblait. Déjà les soldats de l'Empire passaient de maison en maison, accompagnés de camions de matériel, annonçaient aux hommes comme aux femmes qu'ils devaient dire adieu à ceux qu'ils aimaient. Seuls les enfants n'étaient pas réquisitionnés pour être envoyés à la mort. On les faisait grimper à bord de navettes qui devaient les mener au spatioport pour être conduits en sécurité. Dans chaque famille, un parent était évacué avec eux, l'autre recevait son arme et son équipement. Si un couple n'avait pas d'enfants, ils étaient tous les 2 envoyés dans le même régiment. On voyait à chaque coin de rue des visages blêmes d'hommes qui disaient adieu à des femmes et des enfants en pleurs, ou encore des garçons et des filles trop jeunes pour avoir fait le service militaire, sans aucune formation de combat, mais juste assez âgés pour pouvoir se battre, enrôlés de force. On ne voyait dans les rues que peur, tristesse, larmes et adieu. Mais aussi des jeunes au regard déterminé, pleins d'espoir et de fierté, le courage et le sens du devoir, un tambour de guerre au cœur battant plus fort que la terreur. Certains pleuraient de quitter ceux qu'ils aimaient, d'autres étaient fiers d'aller les défendre. Mais ce qui les attendait tous, c'était l'enfer, la crasse, la peur et la mort.
Depuis le balcon de sa chambre d'hôtel, Victor observait toutes ces scènes allant d'un opposé à l'autre. Il se dit que ce qu'il avait vécu dans la base des Sea-Honour allait être un conte de fées par rapport à ce qu'il allait vivre ici. Là-bas, des mercenaires combattaient des pirates. Il y avait eu des morts, mais uniquement de personnes ayant choisi de vivre ainsi et de mourir ainsi. Ici, c'étaient des boulangers, des maçons, des ouvriers, des employés, des artistes à qui on mettait une arme en main en leur demandant d'aller mourir pour Tra. Le soir tombait. Sanders entendit un bruit sourd au loin. Il se pencha pour voir l'origine de ce son particulier. Il chercha du regard pour finalement voir un lourd vaisseau de guerre traverser le ciel à vitesse modérée en direction de l'est. Les millénaires d'évolution sauvate avaient donné à leur vaisseau de guerre des traits de leur espèce. Une carapace massive et une puissance de feu inégalée parmi les armées connues. Mais aussi une difficulté de manœuvre et un manque de précision. Face à une flotte lourde en rang serré, les guerroyeurs sauvates faisaient de grands carnages. Mais face à des troupes mobiles et rapides, les Angry préféraient le combat au sol où ils excellaient. Leurs chars d'assaut étaient redoutables et leur forte musculature leur permettait d'utiliser des armes de calibre très lourd, sans compter sur leur carapace naturelle et bien sûr leur morale inébranlable. Mourir au combat était un honneur, cause de réjouissance, pas de peur. Malheureusement, les derniers aussi avaient leur armée. Même démocratique, le large territoire de la République serait vite hors de contrôle sans la grande puissance de ceux qu'ils gouvernaient. Les derniers étaient petits et légèrement moins forts que les humains. Leur expansion dans la galaxie n'était due qu'à leur esprit scientifique et à une technologie très en avance sur le reste des espèces connues. Si leur flotte lourde était loin d'être aussi impressionnante que celle des Sauvates, leurs escadrilles de chasseurs et d'intercepteurs étaient connues pour faire partie des meilleurs de la galaxie. Grâce à des programmes de navigation spécialisés dans les chasses, le pilote avait en permanence un contrôle total sur chacun des mouvements de son appareil. Et c'était sans compter sur leurs IAP, intelligence artificielle pirate, qui calculaient les trajectoires des vaisseaux adverses, pirataient leur système informatique, couplaient les différentes données et prévenaient leurs pilotes d'un tir ennemi plusieurs secondes avant qu'il ait lieu. Par contre, leur manque de force physique ne leur permettait pas de revêtir des armures aussi solides que celles des Sauvates. Les lourds calibres de l'Empire ne feraient qu'une bouchée d'eux une fois au corps à corps. Mais les derniers y avaient certainement déjà pensé. S'ils attaquaient, c'est qu'ils avaient un bon plan pour éviter le combat d'homme à homme. Les deux armées qui allaient s'affronter étaient aussi puissantes l'une que l'autre. Victor avait du mal à prévoir ce qui allait arriver. Il n'était sûr que d'une seule chose. On verra bien. « Mes enfants !» hurla une femme dans la rue. Sanders, intrigué, se pencha encore pour voir la scène. Un soldat sauvate, crête aplatie en signe de tristesse, annonçait à une famille la pire des nouvelles. « Je suis navré, dit-il. Toutes nos navettes sont déjà utilisées. »« Hier, Nolan a promis que ceux qui ne pouvaient pas se battre seraient évacués, » intervint l'époux qui portait déjà son pactage. « Nous n'avons pu évacuer que 46% de la population. Les navettes reviennent demain pour continuer leur travail, » expliqua le gris. « Mais demain tracera déjà en plein bombardement » hurla la femme, hystérique. Deux autres soldats approchèrent, crête dressée. L'homme prit la femme dans ses bras et lui glissa quelques mots à l'oreille, certainement pour la calmer. Des camps refuges ont été dressés dans les égouts, intervint l'un des autres sauvates. Prenez vos gosses et rendez-vous là-bas, nous avons encore du travail. En marche, soldats, ordonna l'autre à l'attention du père de famille qui fit ses adieux et laissa celle qu'il aimait seule et en sanglots, alors que celui sur qui elle avait hurlé lui présentait une dernière fois ses plus sincères excuses. L'Empire, la République, les Sauvates, les derniers. Et c'étaient les humains qui trinquaient, parce que la République avait décidé de briser des accords de paix plusieurs fois centenaires. Victor alla se coucher. Le lendemain, le bombardement allait commencer. Le lendemain, ce serait le début d'une guerre qui allait durer des millénaires. Fin de la partie 7. Les musiques utilisées dans cet épisode sont TV Drama par Jason Shaw, Namasté par Jason Shaw, Tension par Matti Palanen, Epic par Matti Palanen et So Dramatic par Jason Shaw.